Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bienvenue à cet échange en ligne sur la transformation de la gouvernance économique européenne. Je m'adresse à vous du siège de la Fondation Jean Jaurès qui organise ces échanges en ligne avec la FEPS, la Fondation pour la Fondation européenne des études progressistes et l'Initiative for Policy Dialogue, Université de Columbia. Je suis David Rinaldi, directeur des études et des politiques à la FEPS et j'ai le plaisir de vous accueillir à cet échange. Vous savez probablement que le professeur Stiglitz est parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ravis qu'il soit parmi nous pour parler de politique budgétaire et d'union monétaire avec la FEPS. Il s'est déjà beaucoup exprimé sur la nécessité de réécrire les règles de l'économie européenne. Et c'est d'ailleurs le sujet d'un livre qu'il a publié en 2019. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que le cadre budgétaire de l'Europe, l'architecture économique de l'Europe doit être réformée. Mais ce qu'il y a de nouveau peut-être, c'est qu'il semblerait qu'il soit maintenant nécessaire de mener à bien ces réformes dès maintenant. La Commission va sans doute bientôt faire des propositions pour adapter les règles économiques à l'environnement changeant. Il y a bien sûr les événements tragiques de la crise et de la guerre en Ukraine et les pénuries énergétiques, gaz et électricité qui en découlent, avec tous les effets négatifs et l'augmentation des dépenses militaires. Mais en Europe, des objectifs communs ont été identifiés. Faire face à l'urgence climatique, équiper nos sociétés pour leur permettre de se remettre de la pandémie. Et maintenant, l'objectif de l'union monétaire se concentre quasiment uniquement sur la stabilité du secteur macroéconomique. C'est un objectif qui est sans doute un peu trop étroit. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander des objectifs plus vastes pour notre union monétaire et économique, notamment la durabilité et le plein emploi comme objectif commun. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec le professeur Joseph Stiglitz et d'autres experts, nous avons avec nous Théo Verdier, co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. Il va présenter une étude très intéressante sur la perception de la monnaie unique 20 ans après son adoption. Et avec lui, nous allons voir ce que les Européens pensent de notre monnaie unique. Théo, c'est à vous. Bonjour à tous, merci David pour cette introduction. Donc, je peux vous présenter, pour démarrer ce débat, notre étude sur les 20 ans de l'euro et les Européens. Voici finalement aujourd'hui 20 ans et 1 mois que les Européens de 12 pays ont pour seule monnaie dans la poche des pièces et des billets siglés des 12 étoiles de l'Union. 12 États à l'époque, 19 aujourd'hui, et la question qui se posait alors était de savoir si l'euro allait à la fois être un facteur d'intégration, c'est-à-dire si la matérialisation, la concrétisation d'un objet, ce moyen de paiement pour des centaines de millions d'Européens, allait permettre d'amener à une européanisation des esprits, et en même temps, est-ce que l'euro allait être la dernière étape du marché unique et de la promesse de prospérité qu'était le projet européen, la construction européenne. Il venait également conclure 2 décennies de construction européenne folle, avec des étapes importantes, depuis l'acte unique jusqu'à 2002, puis ensuite l'élargissement de 2004, avant la glaciation initiée en 2005. Et aujourd'hui, alors qu'on est de nouveau dans une étape, on va dire, de franchissement, d'étapes importantes, de jalons importants pour la construction européenne, que ce soit avec la constitution du plan de relance, ou aujourd'hui la question qui est posée de la souveraineté européenne en matière de défense, en matière d'énergie, en matière de géopolitique, on peut se demander, maintenant que l'euro est dans cet âge de la maturité, quel est le rapport que les Européens entretiennent à l'euro. Ce qu'on voit, c'est que finalement, on a 3 grandes périodes historiques. On a d'abord la photo de départ, c'est-à-dire un soutien plutôt majoritaire dans les États du Sud, une opposition
raisonnable du côté allemand et une opposition franche du côté danois. Ça, c'est la situation des années 90. Cette situation, elle reste plus ou moins stable jusqu'aux crises de l'époque 2008 jusqu'à 2014-2015. 2008, première alerte, c'est la première fois que les Européens, à 47%, une minorité d'Européens donc considèrent que l'euro est une bonne chose pour leur pays. Donc cette première alerte, elle est suivie d'un certain nombre de sondages, de résultats, d'opinions très négatives des Européens vis-à-vis de la monnaie unique et en fait à travers elle vis-à-vis du résultat économique de l'Union dans la gestion de la crise 2007-2008, puis de la crise des dettes souveraines, de la crise grecque, jusqu'au climax de 2015 avec la question de la sortie de la Grèce de la zone euro. Puis, dernière période, on a post-situation grecque en 2015, post-Brexit et ensuite post-crise du Covid-19, on va dire une tendance haussière dans l'opinion. L'euro paraît être un facteur de stabilité et surtout, maintenant que le Royaume-Uni a rendu possible, en tout cas dans l'esprit des gens, une sortie de l'Union, on se rend compte aussi de ce que veut dire sortir de l'euro. Et donc on a cette tendance haussière qui fait qu'aujourd'hui, si on fait une photo, 70% des Européens, 7 Européens sur 10, considèrent que l'euro est une bonne chose pour leur pays. Et cette photo, elle est intéressante parce qu'on a vraiment inversé la perspective des années 90. Aujourd'hui, ce sont les États du Nord qui considèrent que l'euro est à majorité quelque chose de positif. 8 Finlandais sur 10, 76% des Allemands. Ensuite, on a une deuxième partie, ou un deuxième groupe d'États que sont plutôt les États d'Europe centrale ainsi que la Grèce, qui vont considérer dans un rapport médian à 7 Européens sur 10 que l'euro est une bonne chose. Et enfin, les États peut-être les plus au sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui seront dans un rapport plus contrasté à la monnaie unique. Néanmoins, on a ce soutien majoritaire à l'euro, à l'union économique et monétaire, qui est perçu dans l'ensemble de la zone euro. Et chose intéressante, les 6 États qui sont théoriquement candidats à l'adhésion sont tous également dans une tendance haussière post-crise Covid, parce qu'on l'a vu, c'est d'abord l'action de la Banque centrale qui a permis aux États de tenir, de financer leur politique d'endettement et de relance avant que le volet politique, avec le plan de relance à l'été 2020, vienne finalement raccrocher les wagons pour nous permettre de rebondir face à l'impact économique de la crise. Et donc, on a cette vue de l'euro désormais comme un outil de résilience, comme une structure économique dans laquelle les États peuvent amoindrir l'impact des crises externes que nous vivons. Or, justement, l'Union, aujourd'hui, elle vit la troisième d'une succession de crises. Premièrement, en 2019, une canicule extrêmement forte sur le continent, le résultat des élections européennes où la jeunesse s'est mobilisée pour le climat et les marches climat. On a ce défi posé que la question climatique et qui vient formaliser une réponse politique, c'est l'Union européenne avec le pacte vert. Deuxième crise sanitaire, crise économique, c'est celle que nous vivons encore aujourd'hui de la pandémie. Et là, on voit bien que c'est la Banque centrale qui formule la première une réponse, puis que l'Union, dans son volet économique, est capable d'efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent, de créer un outil nouveau, le plan de relance, et de commencer une union de transfert pour être le plus en solidarité vers les États les plus atteints. Aujourd'hui, pire crise de tous, de celle que je viens de citer, la guerre est de retour sur le continent, et donc l'Union a choisi une position qui est celle de soutenir l'Ukraine, tout en n'étant pas belligérante, ce qui est bien sûr évident, puisqu'elle n'est pas outillée pour ça. En tout cas, ça remontre bien que c'est l'OTAN, aujourd'hui l'outil de notre défense commune, mais néanmoins que l'Union a un rôle de puissance économique, géopolitique et demain peut-être défensive. Sur ces volets économiques, aujourd'hui, la crise que nous vivons, elle est à la fois de pouvoir sanctionner économiquement la Russie, soutenir économiquement l'Ukraine, accueillir les réfugiés et surtout se donner les moyens de continuer d'avoir un soutien dans la population en absorbant l'impact économique de la crise que nous vivons. Et le problème, c'est qu'on a un mouvement de ciseaux entre une inflation qui monte et, de l'autre côté, une situation économique qui va demander à ce que les États s'endettent pour financer encore une fois de la relance. Ce n'est pas encore acté, mais c'est probable. Et donc là-dessus, notre Banque centrale européenne, qui a pu largement permettre le sauvetage de l'Union, ou en tout cas son maintien de niveau de vie économique après la pandémie, se retrouve finalement dans une équation qui est difficile à tenir entre sa mission sur l'inflation et le soutien aux politiques économiques des États. Et donc là, alors que l'euro est en cet âge de la maturité, 20 ans et 1 mois, on l'a dit, avec ce soutien majoritaire des Européens, se pose la question du consensus qu'on peut forger au sein de la population pour cette nouvelle dimension en réponse à la crise ukrainienne, à la guerre sur le continent qui va durer des mois, et à la mission que la Banque centrale doit tenir aujourd'hui. Et donc, on sait que les Européens sont majoritairement en soutien à l'Union économique et monétaire, mais notre étude, quand elle pose la question de comment est-ce qu'on doit, par exemple, faire évoluer les règles de l'euro en France à l'orée de la présidentielle, elle montre bien qu'autant en France, on a un consensus sur le maintien dans l'euro, mais on a
une impossibilité pour l'instant de voir les lignes de force sur ce qu'on doit faire de nos règles budgétaires, du rôle de la BCE et de la manière dont on doit faire évoluer notre union économique. Et donc aujourd'hui, si l'euro est mature, se pose dans ces défis la question du consensus politique qui peut forger au sein des 27. Et alors que la France, et je finirai là-dessus, est en train de vivre une élection européenne, une élection présidentielle, il est intéressant de noter que au sein, on va dire, d'un axe majoritaire allant de ELV aux Républicains, on a un soutien majoritaire à la zone euro, alors que du côté des extrêmes, à la fois côté Marine Le Pen, côté Éric Zemmour et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, ce soutien est bien moins fort. Néanmoins, le scénario d'une sortie en France, il a été soldé en 2017 et plus jamais, depuis qu'on a étudié les chiffres, les Français n'ont semblé vouloir enclencher une sortie de l'euro. Donc aujourd'hui, dans le rapport que les Français entretiennent à la monnaie unique, on sait qu'on est sur un soutien, on sait aussi qu'on est dans l'approbation des mesures qui ont été faites post-Covid, sur les chiffres qui sont donnés sur l'approbation du plan de relance, de la politique de la BCE. La question est, est-ce qu'à un moment dans le débat politique national, on va être en mesure d'aborder la question de comment on répond économiquement à la crise au niveau communautaire et surtout, quel est le mandat de la BCE face à cette nouvelle équation? Merci beaucoup Théo pour cette présentation très intéressante sur la perception des citoyens de l'euro, notre monnaie commune. J'ai maintenant l'honneur de présenter notre orateur suivant, prix Nobel d'économie, professeur à l'Université de Columbia et fondateur et président de l'Initiative for Policy Dialogue. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur Joseph Stiglitz, et bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous avoir ici aujourd'hui. Vous êtes l'un des premiers critiques, l'une des personnes à avoir soulevé des préoccupations quant à l'intégration économique en Europe. Donc 30 ans après le traité de Maastricht et 20 ans après l'arrivée de l'euro, nous voulions évaluer avec vous ces dernières décennies et analyser ce qui pourrait être utile à l'avenir. Mais avant, il y a une question que nous ne pouvons pas éviter, à savoir la guerre. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur ce qui va être l'impact économique en Europe de la guerre, des sanctions et de la crise de l'énergie. Eh bien, tout d'abord, je crois qu'il faut féliciter l'Europe pour cette réponse rapide en ce qui concerne l'ampleur des sanctions qui était absolument nécessaire. On ne sait pas encore si cela va suffire. Les sanctions ne sont efficaces que lorsqu'elles sont quasiment universelles. Il reste un grand point d'interrogation, à savoir que va faire la Chine. Est-ce qu'ils vont passer outre? Mais je crois que la solidarité dont il a été fait preuve dans toutes les démocraties du monde est très importante. Et je crois que c'est très bien pour l'euro. Finalement, l'euro a été créé à la base pour promouvoir une solidarité politique en Europe. La critique que j'avais émise, c'est que la façon dont cela a été conçu pouvait avoir l'effet opposé. C'était ma crainte. Très bien, merci. Nous avons entendu dans la présentation précédente que le soutien à l'euro augmente et c'est en lien avec la pandémie. Est-ce que vous pensez que les pays de l'Union européenne, en travaillant ensemble, peuvent offrir une meilleure protection aux citoyens européens que lorsque les pays travaillent séparément? Oui, bien sûr. Et la réponse à la pandémie, tout comme la réponse à l'invasion de l'Ukraine, était très impressionnante, très différente de ce qui s'est passé lors de la crise de l'euro il y a quelques années de cela. Le fait qu'il y a eu donc émission d'eurobonds, donc 750 milliards pour avoir ce financement commun, ça c'était une étape extrêmement importante. On reconnaît que les pays individuels n'auraient pas pu emprunter seuls ce type de montant sans avoir des effets négatifs économiques et financiers. Mais en travaillant ensemble,
Finalement, ça a été très facile, sans qu'il y ait des perturbations, sur le marché financier. Donc c'est quelque chose qui va être très important, non seulement pour la reprise après la pandémie, donc pour atténuer la récession économique, mais également, mmh, pour, faire face aux défis du changement climatique. En 2016, vous avez écrit donc le livre, The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe. C'était un livre très critique qui traitait également des mesures d'austérité qui avaient été mises en place, hein, par les ministres des Finances dans la zone euro. Comme vous le dites, l'Union européenne a pris un cap très différent. Il y a des outils, différents, le socle européen des droits sociaux, le Green Deal, le plan d'investissement de l'Union européenne. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous voyez là une courbe d'apprentissage et est-ce que l'euro peut être utile pour soutenir cette nouvelle voie? Eh bien oui, effectivement, je crois qu'il y a eu véritablement une courbe d'apprentissage. J'aurais pu penser que le monde avait déjà appris que l'austérité ne fonctionne jamais lorsqu'il y a eu la crise, de l'euro, donc j'ai été très déçue. Lorsque j'ai vu qu'en Europe, la troïka a mis en place donc ces mesures d'austérité en Grèce, Irlande, Espagne, Portugal et cela n'a pas fonctionné. Ou plutôt, si vous me le permettez, chaque crise finit par être, par se résoudre, mais à quel prix? À quel coût? En termes de baisse de PIB? Et la façon dont la crise de l'euro a été gérée, avec les mesures d'austérité, je crois que ça a été catastrophique. L'Europe aurait pu gérer la crise avec beaucoup moins de souffrance, pour, les citoyens européens. Donc, on a la mémoire courte, parfois ça peut être une bonne chose. Vous avez mentionné donc cette étude qui montre qu'il y a bien moins d'amertume que ce que j'aurais pensé après cette expérience tout à fait tragique, mais il y a cette courbe d'apprentissage, qui montre que l'austérité ne fonctionne pas et donc pour pouvoir faire face à ces nouveaux défis, comme la pandémie, l'Europe doit travailler, ensemble et ils en sont capables. Vous avez écrit un autre livre en 2019 hein, sur la réécriture des règles de l'économie européenne, la nécessité de transformer le pacte de stabilité et de croissance. Maintenant, les règles budgétaires européennes sont un peu en stand-by, c'est en lien avec la pandémie afin de pouvoir, gérer l'impact, du Covid sur les économies européennes et donc il y a un débat sur la façon dont on doit réformer ces règles budgétaires, un débat, extrêmement important et d'actualité. La Commission européenne, hein, très bientôt, va mettre sur la table une proposition sur la façon dont on peut réviser ce pacte de stabilité et de croissance. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est que, selon vous, comment est-ce que les dirigeants européens devraient avancer dans ce contexte? Eh bien, il y a tout un éventail de réponses qui doivent être, proposées. Donc l'approche table rase, donc si on ne prend pas en compte l'histoire, toutes les difficultés à changer les règles, eh bien peut-être finalement, il y aurait certaines recommandations que j'aurais faites, mais on sait que c'est difficile de changer les règles. Donc, comment est-ce que l'Europe peut avancer à partir de là où elle se trouve aujourd'hui? Alors, ce que nous avons appris ces 20-30 dernières années, c'est qu'il y a une incertitude profonde concernant le monde en général. Qui aurait pu prédire en 1992, lors de la signature du traité de Maastricht, qu'on aurait le 11 septembre? Qui aurait pu prédire la guerre en Irak, la crise financière de 2008? Qui aurait pu prédire le Brexit, la pandémie et maintenant l'invasion de l'Ukraine? Tous ces événements
sont des événements qui surviennent de façon régulière, mais qui sont imprévisibles. La seule chose que l'on peut prédire, c'est que les choses sont imprévisibles. Voilà ce que nous avons appris. Les règles simples ne peuvent pas fonctionner dans un environnement si incertain. Et ce serait idiot de penser que c'est le cas. De façon inévitable, on va dire, alors là, il y a une exception, là, il y a une autre exception, mais si on a une exception toutes les quelques années, finalement, la règle n'est qu'une coquille vide et c'est mauvais pour la confiance. Qui décide ce qui est une exception ou ce qui ne l'est pas? Et finalement, on va contester les règles, il va y avoir des questions de favoritisme. Donc, étant donné cette incertitude profonde à laquelle nous faisons face et nous devons en avoir conscience, c'est mieux d'avoir des recommandations, des lignes directrices. Voilà ce qui, selon nous, est normal, mais le monde fait toujours face à de nouvelles situations. Donc, il faut donner un argumentaire raisonnable qui explique pourquoi des pays individuels peuvent s'exonérer de la règle. L'une des choses qui m'a vraiment frappée, c'est finalement l'absence de confiance en les gouvernements, par les gouvernements. Comment avoir un système de solidarité lorsqu'on se dit les uns aux autres, je ne vous fais pas confiance. Je crois que c'est très nuisible à l'UE. Il faut que ce soit fondé sur la confiance et dire, alors il faut des arguments raisonnés qui expliquent pourquoi on peut s'écarter de la règle tout en reconnaissant les chocs pour l'économie, les chocs sur le monde et la structure changeante du monde. Voilà le cadre qui, selon moi, serait bien plus logique. Et c'est ce qu'on devrait déduire de ces 20 dernières années. Le changement minimal dont on a besoin, c'est de dire qu'il faut plus de souplesse. Cela signifie qu'il y a donc la règle d'or, la règle verte et les exonérations pour les investissements, donc en termes des 3% du PIB. Il faut garder à l'esprit que ces chiffres sont sortis de nulle part. Ils ne se fondent sur aucune analyse économique. Il n'y a aucune analyse économique qui dit que si on va au-delà de ces seuils, il va y avoir des effets négatifs. Et à vrai dire, l'idée selon laquelle il y aurait des externalités transfrontalières, transnationales très importantes qui nuiraient à l'euro, finalement, ça ne se fonde sur aucune théorie économique. Ce qui est mauvais pour l'euro, c'est plutôt la rigidité, l'austérité qui a été imposée lors de la crise de l'euro. Réfléchissons aux entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui applique donc ce type de critères. Lorsqu'on est une entreprise en croissance, on a besoin d'investir plus. Si il y a une transition rapide, il faut investir davantage. Et si c'est une transition rapide comme la transformation numérique, il faut investir davantage. Donc, l'investissement est tourné vers l'avenir et ne peut pas du tout être lié de façon logique au PIB actuel. Il doit être associé au retour sur investissement. Donc le cadre de base du pacte de stabilité et de croissance, fondamentalement, n'avait pas de valeur économique. Et ce que j'ai suggéré, ce sont les réformes nécessaires à minima. D'accord, donc si je vous ai bien compris, il faut plutôt des lignes directrices, des recommandations plutôt que des règles pour avoir suffisamment de souplesse pour l'avenir. Et on ne peut pas prédire l'imprévisible, mais il faut prendre en compte qu'il peut y avoir des événements imprévisibles, comme on l'a vu ces dernières années. Merci infiniment, professeur Stiglitz, d'avoir participé à notre entretien. Restez avec nous. Vous allez être rejoint par d'autres experts pour un débat. C'est un débat qui sera modéré par mon collègue David Rinaldi, qui travaille donc à la Fondation européenne d'études progressistes. Merci. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
Et nous sommes maintenant ravis d'élargir le débat avec des experts qui nous ont rejoints au siège de la Fondation Jean Jaurès. Nous avons Xavier Rago, président de l'OFCE, Pervenche Berès, co-directrice de l'Observatoire Europe ici à la Fondation Jean Jaurès. Elle est également ancienne présidente de la Commission Affaires économiques du Parlement européen. Donc vous avez pu assister au développement de la politique économique en Europe. Et nous sommes ravis d'accueillir Adrienne Brotons, membre de l'Observatoire de l'économie de la Fondation Jean Jaurès. Donc ma première question à vous trois est très simple. Nous avons entendu dans la discussion qu'il y a une grande volonté de changer la structure économique en Europe, mais très peu de clarté sur la façon dont on peut procéder. Pensez-vous que l'on va pouvoir atteindre des changements significatifs? Le sentiment, c'est que tout d'abord on attendait l'élection allemande, maintenant on attend les élections présidentielles françaises. Donc est-ce qu'on va arriver à une proposition concrète? Xavier Rago, je vous donne la parole. Merci, je m'exprimerai en français. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, cette question de l'évolution de la coordination budgétaire, des règles budgétaires, est maintenant centrale. Pourquoi? Je dirais que c'était vraiment l'impensé de la construction européenne, cette idée que la discipline fiscale avec les 3%, les 60%, et une banque centrale très efficace, très dynamique, allait suffire pour stabiliser la zone euro. C'est heurté crise après crise à des inflexions qui ont conduit à une complexification des règles budgétaires, des flexibilités, et on arrive dans une situation où on a des règles qui sont difficilement compréhensibles, peu efficaces économiquement, que personne ne comprend vraiment, je pense, ni les ministres des Finances de la zone euro, pour être franc. Il n'y a que quelques experts qui les comprennent. Et néanmoins, elles ont quand même un effet global qui est un tournant un petit peu d'une certaine méfiance par rapport à l'utilisation d'outils budgétaires pour gérer les crises, financer la transition énergétique et peut-être financer d'autres dépenses sur la santé, peut-être des dépenses militaires aussi. Donc, on voit que cette gouvernance budgétaire elle est en crise. Je pense qu'il y a une compréhension chez beaucoup d'acteurs et même des hommes politiques français, allemands, même des pays du Nord, que ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, il n'est pas clair encore. C'est pourquoi je pense qu'il y a un grand flou. Il y a deux options qui n'ont pas été tranchées par la présidence française. Il y a une option d'essayer d'arriver vers une pérennisation d'un endettement européen, pas une pérennisation dans les 2 ans, mais des outils qui permettent de gérer la prochaine crise avec un endettement européen substantiel, comme on a fait dans le plan Next Generation EU, des 750 milliards. Donc, soit on va vers l'endettement européen, soit on se dit que l'endettement européen est une difficulté parce que ça va générer des transferts, ça demande des ressources propres, donc on ne connaît pas encore aujourd'hui. Dans ces cas-là, on va vers plus de flexibilité vers les règles actuelles. Plus de flexibilité qui pourrait être atteinte à traiter inchangé. Et donc, moi, je vois qu'il y a 3 positions, je dirais. Qu'il y a une position allemande aujourd'hui, c'est ma lecture, en disant on ne change pas vraiment les règles, ça va être trop compliqué, mais on fait plein de flexibilité, et puis on va permettre d'aller vers plus de 60% de dette, et puis on va faire jouer toutes les flexibilités du pacte. C'est ma compréhension de la nouvelle équipe au ministère des Finances allemand. Il y a une autre position qui est on change les règles en excluant l'investissement, l'investissement vert, l'investissement santé, l'investissement défense. Je ne suis pas favorable. Je sais qu'il y a des collègues qui sont favorables. Moi, je ne suis pas favorable parce qu'on va tout exclure d'investissement. On sait plus autant pas faire de règles. Donc, la stratégie de faire une golden rule, d'exclure des types d'investissements, on voit que la liste d'investissements se rallonge, on met tout, et donc finalement, ce n'est pas le bon modèle, je pense. Et donc, le troisième modèle, c'est de dire s'il n'y a pas d'endettement européen, c'est d'aller vers l'idée qu'on laisse tomber les règles, on se met d'accord sur les grands principes, la stabilité de la dette, et on gère de manière européenne des budgets européens qui peuvent avoir des endettements qui varient suivant les besoins de chaque économie. Sa position de Blanchard, Zettelmeier, Leandro, c'est aussi une position qu'on a défendue avec Jean Pisani-Ferry, Philippe Martin, qui est de dire laissons une très grande flexibilité aux budgets nationaux pour gérer les situations concrètes.
Je crois que ces trois possibilités de réforme ne sont pas tranchées, ce qui donne le flou actuel dont vous parlez sur l'encadrement budgétaire européen. Une question pour rebondir sur cette règle d'or, justement. Donc, il y a deux options potentielles, deux alternatives à ce que vous venez de proposer. L'une, ce serait d'aller vers une règle d'or verte, avec une typologie des dépenses vertes et des dépenses financières vertes d'ores et déjà décidées par la Commission ou sur le point d'être décidées. Donc, dans ce cas-là, il y aurait un menu très clair de ce que peut être un investissement vert. Donc ça pourrait être une option. Donc sans parler d'éducation, de défense, mais simplement investissement vert, une liste convenue par la Commission. Deuxième option, quelque chose qui soit plus similaire à la gouvernance de la reprise, dans le sens de, on demande des plans aux pays membres, ensuite le Conseil et la Commission décident si un plan d'investissement d'un État membre donné est suffisamment robuste, peut être suffisamment productif pour être exempté de la règle du PIB. Est-ce que vous voyez des avantages? Ça me semble pas assez ambitieux parce que ça colle pas. Et si ça colle pas, ça va craquer. Laissez-moi élaborer. C'est quoi le but de tout ce qu'on fait dans l'encadrement européen? C'est éviter la possibilité de défaut souverain des pays. Si jamais un pays doit s'endetter massivement pour avoir une croissance potentielle et générer de la croissance inclusive, comme on dit aujourd'hui, qui permettra de rembourser la dette. Il doit pouvoir le faire, même si ce n'est pas de l'investissement vert, c'est votre première option, et il doit le faire en lien avec sa démocratie et ses partenaires sociaux, si jamais ça ne met pas en doute la soutenabilité de la dette publique. Et donc la Commission n'a pas à s'exprimer sur les orientations démocratiques des pays si la dette est soutenable. Par exemple, concrètement, en France, on a besoin d'investissements dans l'éducation. C'est le sujet central. On peut élaborer notre niveau en maths, la formation primaire, secondaire, la recherche supérieure. C'est des dépenses récurrentes. Si jamais on fait 5 points de dette publique pour recapitaliser notre système éducatif, pour le dire comme ça un peu New Age, pour investir dans notre système éducatif, est-ce que la Commission a le droit de dire non, la France, on pense que c'est mal fait? Non, si jamais ça ne met pas en doute la soutenabilité des dettes publiques, qui est le principe de l'esprit de notre cadre, ça devrait être possible. Donc je serais pour une plus grande flexibilité encore dans la gestion des dettes publiques nationales, dans la mesure où la soutenabilité n'est pas mise en cause. Là, je suis sur ce principe tout à fait d'accord avec Olivier Blanchard, Zettelmeier et Leandro, en disant pas de micromanagement de la Commission des options de redressement de chaque pays. Management fort et intrusif, si jamais ça déstabilise la zone euro, bien sûr. Mais sinon, je pense qu'on aura des petites frictions qui aboutiront à des gros problèmes. Madame Berès, vous avez eu un point de vue de différents changements qui ont une incidence sur l'Europe, au Parlement européen. Auriez-vous imaginé que nous en arriverions à une sorte d'emprunt conjoint? Et où pensez-vous que cela va aller? Eh bien, je vais répondre en français également. Moins de 5 ans de mandat, vous avez raison, je me suis battue pour que la zone euro dispose d'un budget et d'une capacité d'emprunt. Donc c'est vrai que quand l'emprunt commun est arrivé, ça a été une très bonne nouvelle. Mais il faut quand même noter quelque chose, et je n'étais pas la seule à Paris à rêver de cette capacité d'emprunt. J'ai à côté de moi quelqu'un qui a aussi plaidé en ce sens. Mais on avait toujours raisonné dans le cadre de la zone euro. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le débat, et qui a beaucoup d'importance dans la situation de crise ou de guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est que d'une certaine manière, les périmètres de projection des ambitions françaises ne sont pas toujours au rendez-vous. Je m'explique. La question de l'euro, de la monnaie, est une question majeure. Elle a déjà subi, d'une certaine manière, 2 crises. Je ne sais pas quand sera la troisième et comment.
Mais ça n'est pas le sujet central du débat européen. Parce que l'emprunt auquel vous faites référence, ça a été un emprunt à 27. Je ne proteste pas du tout, c'était très bien, etc. Mais ça veut dire que pour équiper l'euro en cas de risque de déstabilisation monétaire ou des marchés financiers, on n'y est pas. Or, je fais une toute petite incise pour dire que cette question de la projection du périmètre d'intervention française, on va retrouver ce même paradoxe en matière de défense. Car évidemment, pour la France, pour beaucoup d'acteurs en France, le périmètre de projection, c'est l'autonomie stratégique de l'Europe. Or, on voit bien, et tous les indices sont là, qu'à l'aune de la guerre en Ukraine, l'Alliance Atlantique va reprendre un leadership tout à fait fondamental. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur cette question de la zone euro? Parce que il y a au moins 3 lacunes que je vois, en dehors de toutes celles qu'on peut avoir en tête. Les règles de fonctionnement de la zone euro ne permettent pas l'investissement, ne sont pas faites pour penser l'investissement. Or, les défis majeurs de nos économies aujourd'hui doivent permettre un investissement tout à fait massif, quel que soit le champ d'intervention de cet investissement. La deuxième chose, c'est que je partage avec Xavier Rago l'idée qu'il faut que chaque pays puisse démocratiquement définir son contrat social dès lors qu'il ne met pas en cause la soutenabilité de la monnaie commune, de la monnaie unique. Mais il y a une autre dimension qui, je trouve, est totalement sous-évaluée, qui est le fait que les économies de la zone euro doivent avoir une vision globale et des outils adaptés aux défis économiques ensemble. Or, de ce point de vue-là, l'emprunt commun n'est pas un très bon exemple. L'emprunt commun a été très bon du point de vue de la mutualisation des subventions et des prêts, mais pas du point de vue des dépenses, parce qu'on n'a financé aucune dépense européenne à travers ce mécanisme. Or, cette question de la vision globale, du aggregate fiscal stance, pour utiliser des gros mots, c'est quand même un élément important si on veut que l'euro soit un outil optimum au service du contrat social européen. Et le troisième élément qui me préoccupe, c'est que je pense qu'il y a un coût de l'ajustement absolument gigantesque. On l'a vu avec la crise de la Covid, et ça a été notamment la position de certains en Allemagne qui ont dit puisque le pacte a été suspendu, il n'y a pas de problème, il a montré qu'il était flexible, donc on va le garder. Une règle budgétaire qui a été fixée il y a 20 ans, dans un contexte radicalement différent, dans une mondialisation radicalement différente, qui est d'une certaine manière aujourd'hui sacralisée comme l'indépendance de la Banque centrale, ça n'est pas raisonnable. Et ça ne peut pas être une bonne règle de pilotage. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait une règle de pilotage, ça me paraît indispensable. Mais il faut qu'elle soit adaptée aux défis des économies, avec une certaine flexibilité, une certaine intelligence des situations que nous devons affronter. De ce point de vue-là, entre guillemets, il y a une bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est que moi, je m'inquiétais de ce que le pacte revienne en vigueur avant d'avoir été réformé. Or, même le Conseil, comment il s'appelle le Haut Conseil de la stabilité, le Haut Conseil des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques. European Fiscal Board a dit qu'il fallait le réformer avant de le remettre en œuvre. Et le calendrier n'était pas au rendez-vous, puisque la date qui est aujourd'hui prévue pour le retour du pacte de stabilité, c'est le 1er janvier 2023. Personne ne peut imaginer que d'ici le 1er janvier 2023, on se sera mis d'accord sur une réforme intelligente du pacte, etc. Et j'ai vu que l'Eurogroupe, qui s'est réuni début de la semaine, n'a pas encore acté que cette suspension devrait être prolongée en 2023. Ils en décideront en mai ou en juin. Mais on peut espérer quand même que, compte tenu du choc macroéconomique que la guerre en Ukraine va provoquer sur les économies européennes, cette sagesse l'emporte en attendant d'avoir une réforme intelligente du pacte. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on ait une règle qui permette l'investissement de l'ensemble de l'Union européenne, mais ne sous-estimons pas les enjeux autour de notre monnaie, parce que la Banque centrale ne peut pas tout faire.
Nous avons entendu de la part de Joseph Stiglitz ainsi que de Xavier Rago et Pervenche Berès la nécessité de grands investissements. Comment résoudre ce biais sur des investissements sous-optimaux en Europe? Effectivement, on sait tous qu'on va avoir un besoin d'investissement accru dans les prochaines années. Alors, on sort d'une période de pandémie, et encore, quand je dis on sort de cette période, ce n'est même pas évident. On peut tout à fait penser que dans les prochains mois, prochaines années, les États membres auront à nouveau besoin de mettre de l'argent sur la table pour faire face à un risque pandémique qui serait pas totalement maîtrisé, comme on pourrait le souhaiter. Donc il y a quand même ce risque pandémique qui plane toujours au-dessus de l'Europe et qui peut nécessiter un investissement important de la part des États membres ou même de l'Union européenne. On a bien évidemment le défi climatique qui arrive, avec dans tous les pays européens finalement des investissements qui sont insuffisants pour faire face aux défis. S'ajoute à cela en plus maintenant le conflit en Ukraine, qui va avoir un impact probablement négatif sur la croissance économique européenne, et donc on peut penser qu'il y aura peut-être besoin d'un effort de relance au niveau européen, au niveau des États membres. Donc oui, il va y avoir clairement un besoin d'investissement accru dans les prochaines années, et je rejoins tout à fait ce que disait Pervenche Berès sur la nécessité de repenser nos règles sur le pacte de stabilité. Moi-même, comme beaucoup en France, j'ai été très critique de ces règles et j'ai salué le fait qu'on ait eu une certaine flexibilité aux moments les plus difficiles, notamment pendant la crise pandémique sur les règles de 3% de déficit et surtout de 60% de dette. Maintenant, ce n'est pas parce que ces règles n'étaient pas bonnes qu'il ne faut pas de règles. Et quelque part, je suis aussi inquiète aujourd'hui de l'absence de règles que je l'étais par le passé, du caractère trop rigide et presque un peu absurde des règles que nous avions pour le pacte de stabilité. Donc il va falloir clairement les repenser. Alors, il y a plusieurs façons de faire cela. On peut très bien se dire, on maintient un critère autour des 3% de déficit et du coup on transfère une partie de la dépense d'investissement au niveau fédéral européen. Donc on fait un pas vers le fédéralisme européen, on crée un budget d'investissement au niveau européen, notamment pour permettre la transition climatique, ce qui dans ce cas-là nécessite de se poser la question des ressources propres, ce qui n'est pas un petit débat. Donc moi je ne suis pas totalement certaine qu'on arrive à faire cela dans les prochains mois, prochaines années. En tout cas, c'est que de façon générale, l'Europe avance avec les crises. Peut-être que la crise ukrainienne pourra être un déclencheur pour avoir une réflexion au niveau européen sur les sujets énergétiques, mais je suis assez pessimiste sur le fait que ça soit suffisant pour avoir une dépense d'investissement importante au niveau européen sur les sujets de transition climatique, énergétique, et que donc on ait une ressource propre européenne qui suffise à pallier finalement une réduction de la dépense d'investissement des États membres. Du coup, effectivement, moi ce que je vois quand même de plus simple, c'est probablement de sortir une partie de la dépense d'investissement. Et l'investissement, disons, dans la transition énergétique, elle peut quand même, à mon avis, se dessiner. On peut avoir un accord là-dessus pour sortir une partie de cette dépense d'investissement. Maintenant, je rejoins ce que disait Xavier Rago. La dépense d'investissement, c'est une partie du défi. Et on voit bien qu'il y a des dynamiques nationales. On voit bien que chaque État a quand même envie de conserver la main sur ses préférences, sur les préférences de ses citoyens en termes de dépenses d'investissement. Et le sujet climatique est celui sur lequel tous les pays européens peuvent s'accorder, mais chaque pays doit pouvoir choisir finalement son modèle social et son niveau de dépenses sociales en fonction du vote des citoyens. C'est pour ça que je trouve qu'on se focalise peut-être parfois un peu trop sur l'outil budgétaire au niveau européen et on oublie un peu l'outil monétaire. Moi, je pense qu'il y a une réflexion quand même à avoir sur le mandat de la BCE. D'abord sur la cible d'inflation. Cette cible d'inflation qui est autour de 2%, si on entre dans une période de forte inflation, et certains économistes parlent de green inflation, liée notamment à une envolée des prix des matières premières qui serait pérenne, qui ne serait pas juste liée à la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais qui serait liée tout simplement à la raréfication d'un certain nombre de ressources. Donc si on a une inflation liée à l'augmentation des prix des matières premières, il va falloir réfléchir au mandat de la BCE. Peut-être que les 2% ne sont pas la bonne cible, peut-être que la façon dont on apprécie ces 2% peut être revue. La Fed a une appréciation qui est du niveau d'inflation
sur un cycle économique. La notion de cycle économique, elle est quand même plus large, plus floue, elle permet peut-être plus de flexibilité. Donc ça, c'est le premier sujet sur la cible d'inflation. L'autre sujet, c'est sur les écarts de dette. Xavier Rago disait qu'il faut absolument, bien évidemment, éviter les défauts souverains. C'est ça quand même le risque principal pour la zone euro. Mais à mon sens, il faut aussi éviter que les écarts de financement de la dette entre pays soient trop importants. Typiquement, l'Italie finance traditionnellement sa dette à un niveau très élevé, et on fait peser finalement sur l'Italie une sorte d'austérité budgétaire de fait, liée à un écart de spread avec la dette allemande, qui n'est peut-être pas si justifié que cela. On a eu en 2010 la Banque Centrale Européenne qui a dit le « whatever it takes » pour sauver l'euro. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin, avoir une Banque Centrale Européenne qui dirait « voilà, moi j'accepte que le spread entre le titre italien, le titre français, le titre allemand soit de minimum X et de maximum X », sorte de serpent monétaire du spread, et qui, quelque part, serait autoréalisateur. La BCE dirait, si jamais le spread dépasse tel niveau, j'achèterai de la dette pour réduire le spread. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, un peu comme quand on a dit « whatever it takes », ça ne se réalise jamais. Ça a un effet sur le marché. Donc voilà, je me demande si on ne se limite pas un peu trop à l'outil budgétaire qui nous enferme dans des débats assez difficiles entre États membres, et si on n'oublie pas l'outil monétaire et finalement le mandat de la BCE qui n'est peut-être plus au niveau du défi auquel on doit faire face. Merci Adrienne, merci pour cette proposition très intéressante, donc un nouveau mandat et de nouvelles politiques pour la Banque Centrale Européenne. Professeur Stiglitz, il y a une question qui pour moi est une question critique et essentielle en lien avec ce qu'Adrienne vient de dire. Nous en avons déjà parlé avec vous, nous avons besoin d'investissement et je crois que c'est là incontestable. Il y a beaucoup de preuves qui vont dans cette direction. Mais est-ce qu'on a besoin d'investissement au niveau national ou au niveau européen? Ou bien sûr, une association des deux? À l'heure actuelle, les investissements européens, ça représente peut-être la moitié, le double, pardon, de ce qui se passe aux États-Unis. Donc la dette finalement se situe très largement au niveau national en Europe. On travaille sur la question de dette européenne. Où est-ce que vous voyez la différence? Quels sont les défis finalement en termes de dépenses nationales, dette nationale, en ce qui concerne donc la position budgétaire européenne? Eh bien, c'est quelque chose qui a déjà été mentionné. La grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est la dépense publique au niveau fédéral, donc 2 tiers aux États-Unis, 1 tiers au niveau de l'État, et la fraction de la dépense au niveau européen est minuscule, peut-être 1-2% du PIB européen. Et pour l'essentiel, ça concerne l'agriculture, donc c'est vraiment un périmètre très limité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que l'Europe n'a pas l'espace budgétaire pour pouvoir faire face aux problèmes communs, pour pouvoir faire face aux divergences potentielles qui peuvent émerger entre les différents pays. Donc, encore une fois, pour faire l'analogie avec les États-Unis, pendant qu'il y a une partie du pays qui est faible, on pourrait transférer une partie de l'argent dans cette partie, ça stabiliserait le pays. Et ça permet de réduire les divergences régionales. On ne peut pas les éliminer totalement, mais en tout cas, ça nous donne un outil supplémentaire. Et étant donné l'ampleur de vos dépenses, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Vous avez des institutions que nous n'avons pas. Et ça, il faut bien le reconnaître. Donc la Banque d'investissement européenne, eh bien, ce serait bien d'avoir une banque de développement, une banque d'investissement aux États-Unis. On ne l'a pas. Donc, cette banque a un rôle de stabilisation contre-cyclique.
afin de réduire dans une certaine mesure les écarts. Et c'est une bonne institution, mais ça ne compense pas l'absence d'espace budgétaire au niveau européen. Donc, à minima, l'investissement devrait être fait au niveau européen, donc des investissements qui sont bénéfiques pour l'ensemble de l'Europe, notamment pour tout ce qui est réchauffement climatique, protection du climat. Tout le monde en bénéficierait en Europe. Il ne faudrait pas que ce fardeau incombe uniquement à un pays en particulier, tout ce qui concerne le changement climatique. Et puis, il y a également de grands avantages à ce que tout le monde en Europe bénéficie d'une bonne éducation. Donc, comment trouver l'équilibre entre tout ce qui est contrôle au niveau local et au niveau européen, faire en sorte que chacun bénéficie d'une bonne éducation? C'est un sujet difficile, il y a la question de la subsidiarité, mais évidemment, une population qui a pu bénéficier d'un bon système éducatif, ça va bénéficier à l'ensemble de l'Union européenne. Et les gens ensuite migrent, donc on a s'il y a un système de migration libre, il faut bien reconnaître les différents aspects, la question du capital humain au niveau de l'Union européenne. Et puis bien sûr, il faut qu'il y ait un système qui puisse rassembler toute l'Union européenne, quelque chose qui permette des échanges entre les différentes régions économiques. Autre exemple, et c'est quelque chose dont vous faites expérience, un système énergétique commun. Donc, il y a eu un grand choc énergétique, il y a eu des tentatives de créer un système énergétique commun, mais ce n'est pas allé assez loin. Et évidemment, il y aurait des effets tout à fait disproportionnés pour les pays, si par exemple on n'avait plus d'approvisionnement en gaz russe. Donc, ensuite, il y a le principe de la solidarité européenne. L'investissement dans un système d'énergie vert commun, c'est très important. Merci, professeur Stiglitz. Je me tourne maintenant de nouveau vers Madame Berès. Une question très simple que je voudrais vous poser. Vous pouvez répondre très brièvement, mais là, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour entendre votre éclairage sur l'avenir de la gouvernance économique européenne, mais également une évaluation de ces 20 ans d'union monétaire. 20 ans depuis le lancement de l'euro, 30 ans depuis le traité de Maastricht. Une chose qui vous rend fier de notre monnaie unique, une chose que vous n'aimez pas, et là vous voudriez voir des changements, s'il vous plaît. La réponse est ultra simple. Mais d'abord, je voudrais rebondir sur ce que Joseph Stiglitz vient de dire, parce que c'est très important. C'est les deux mots capitaines de l'investissement européen et de l'investissement pour chacun des États membres. Et dans les investissements européens, il y a 2-3 sujets comme ça dont on parle depuis la nuit des temps, enfin en tout cas depuis que j'ai été députée européenne, qui est des capacités de stockage de gaz et de réserves d'approvisionnement communes, et l'interconnexion des réseaux électriques. Parce qu'on sait très bien que si on veut, par exemple, organiser la solidarité entre les États membres en fonction de leur dépendance vis-à-vis du gaz russe, si on n'a pas de bonnes interconnexions, on ne pourra pas le faire. Donc c'est des très bons exemples de choses sur lesquelles on a buté pour des raisons de souveraineté nationale jusqu'à présent, qu'il faut faire voler en éclats, et en espérant que la crise ukrainienne puisse nous être utile de ce point de vue-là. Alors la très bonne chose, c'est qu'on a l'euro. C'est un outil extraordinaire. C'est un outil dont on n'a pas du tout encore exploité tout le potentiel, dont on n'a pas tiré tout le fil et toute la dynamique politique d'intégration que cela suppose. Mais aujourd'hui, où chacun parle à tour de bras de souveraineté, quel meilleur outil que celui d'une souveraineté monétaire? Et je pense que quand on regarde ce qui se passe dans l'équilibre entre les nations au G7, ce que les Européens ont, c'est quand même une capacité à contribuer à un équilibre entre les monnaies et de la stabilité financière. Et pour ça, l'euro est une chose extraordinaire. Le grand regret, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est que cet euro ne soit pas accompagné
d'une capacité d'intervention, pas uniquement en cas de crise, mais globalement pour financer des stratégies d'investissement qui doivent porter ce modèle de croissance européenne. Merci. Merci beaucoup, Pervenche. Je crois que vous allez devoir nous quitter. Oui, tout à fait. Mes excuses à vous tous. Merci pour ce beau débat. Merci, Pervenche. Dans une union monétaire, cher Xavier, nous avons abandonné, en quelque sorte, la possibilité d'avoir des taux d'intérêt qui s'adaptent aux différentes circonstances nationales. Donc, pour l'intégration monétaire au niveau de la BCE. Et en fait, nous avons perdu l'un des ajustements clés qui fonctionne dans une économie par le biais du taux de change, donc quelque chose qui permettrait de rééquilibrer les choses. Donc, ce qui se passe au niveau européen, finalement, ne permet pas d'être à la hauteur de l'agenda politique, puisque d'avoir cet excédent commercial n'est pas bon. Donc, au niveau de l'union monétaire, le type d'ajustement politique que nous pouvons avoir à l'heure actuelle, c'est que finalement, il nous reste le type d'ajustement qui était très en vogue pendant la crise de la dette souveraine, à savoir donc une sorte de déflation interne. Et l'autre, c'est la mobilité interne au sein de l'Union européenne, permettant aux travailleurs d'aller là où se situe l'emploi, là où il y a de l'activité. Que pouvons-nous faire dans une union monétaire afin de fournir davantage d'ajustements? Donc la grosse différence entre l'économie centrale et la périphérie, ainsi, n'augmenterait pas, mais on irait vers un type de convergence. Et j'ai l'impression que la structure actuelle ne permet pas ce type de convergence à long terme. Mais peut-être que je me trompe. Un petit peu, oui. Mais je suis peut-être moins pessimiste que ce que vous pensez. Je m'explique. La question principale de l'euro, finalement, c'était l'absence de taux de change. Deuxièmement, c'est que l'euro a été créé avant que l'Allemagne n'absorbe l'Allemagne de l'Est, la République tchèque, etc. Donc, on est entré dans l'euro avec un taux de chômage important en Allemagne et une modération des salaires pendant 15 ans. Et puis, le taux de change interne en Allemagne était en cours d'évaluation. Donc, l'Allemagne était un exportateur mondial. Donc, effectivement, ça a été le cas jusqu'en 2015 et les forces sur le marché ont créé une divergence des taux de change. Donc jusqu'en 2015, avec les collègues allemands, on a beaucoup évoqué cette question. Et puis quelque chose s'est passé en Allemagne. Il y a une réponse politique à cela, à savoir créer un salaire minimum. Et là, on a vu une augmentation des salaires en Allemagne ces 5 dernières années, une augmentation rapide. Donc, si on regarde le taux de change maintenant par rapport à l'euro, on voit que l'Allemagne réduit l'écart. Le nouveau gouvernement d'Olaf Scholz a décidé d'augmenter le salaire minimum à 12 €, ce qui est haut. Donc ça, c'est une bonne chose. La façon dont nous avons traité les déséquilibres mondiaux, ça peut être donc de travailler sur le marché du travail allemand et d'augmenter les salaires en Allemagne pour pouvoir corriger tout ce qui était taux de change. Donc si la tendance continue de cette façon-là, je suis moins pessimiste. Donc pour l'Italie et l'Espagne, on va avoir suffisamment d'espace pour exporter des biens et en ce qui concerne l'euro vis-à-vis du dollar, je pense qu'on va avoir une augmentation. On peut rééquilibrer les choses. Mon évaluation, c'est que nous avons besoin d'une intervention
politique sur le marché du travail pour éviter les divergences en termes de salaire. Moi, j'ai voulu une position sur les salaires dans l'espace européen pour qu'il puisse y avoir des conseils donnés, donc tel pays pourra avoir un peu plus d'inflation, etc. On a une position budgétaire et avoir une position sur les salaires, ou bien c'est quelque chose qu'on pourrait discuter de façon collective pour traiter cette absence de taux de change. On l'a fait dans des institutions décentralisées, mais là, il faut davantage, finalement, d'institutions. Je crois qu'il faut un ministère du travail au niveau européen. Les gens parlent beaucoup d'un ministère des Finances, mais il faut un ministère du travail pour parler, donc, du travail fait par les institutions sur le marché du travail, leur donner du travail, donc examiner leur travail. C'est quelque chose qu'il nous faut au niveau européen. On n'y est pas encore, mais je suis moins pessimiste qu'il y a 5 ans. Même en Allemagne, les gens ont évolué, donc on est en bonne voie. Donc je pense qu'on va pouvoir aller dans la bonne direction. Donc ajustement automatique en Europe, ce qui est bon dans l'union monétaire et ce que vous changeriez dès demain si vous le pouviez. Sur les divergences internes à la zone euro, moi, c'est effectivement un vrai sujet. J'entends effectivement l'optimisme de Xavier, qui est probablement mieux placé que moi pour être optimiste, donc ça me fait chaud au cœur, je veux y croire. Je pense quand même qu'il y a une question de rythme. Et là, je me positionne du côté français et non pas européen, parce que la divergence de politique et notamment l'excédent commercial allemand par rapport à la France, c'est un sujet pour l'industrie française. La désindustrialisation française est aussi liée à cet écart avec l'Allemagne, désindustrialisation qui s'est accélérée ces dernières années, et quelque part, il y a une urgence française à ce qu'il y ait un rééquilibrage avec l'Allemagne. Donc, j'entends l'optimisme de Xavier, mais quelque part, j'espère du coup que ça va aller assez vite. Les mesures pour rééquilibrer avec l'Allemagne sont relativement faciles. On sait très bien qu'augmenter la TVA de 3 points comme ils l'ont fait, ça peut aider. Augmenter leurs dépenses sociales aussi, parce que finalement, la chance, entre guillemets, qu'a eu l'Allemagne par rapport à la France, c'est en partie son vieillissement démographique et son absence de politique familiale pendant plusieurs années, qui fait que les dépenses sociales en Allemagne ont pu être moins importantes qu'en France. Donc bien évidemment, si l'Allemagne n'augmentait ne serait-ce que d'un point ses dépenses sociales, ça aurait un impact non négligeable sur son excédent commercial, notamment vis-à-vis de la France. Le dernier sujet, malheureusement, ça peut être l'opportunité de la crise ukrainienne. On a vu que l'Allemagne s'inquiétait de son absence d'armée en état d'être projetée rapidement sur un théâtre proche de l'Europe. Bien évidemment, si l'Allemagne augmente sa dépense dans le secteur de la défense, non seulement ça sera bénéfique à l'ensemble de l'Europe parce que ça permettra de commencer à être un peu crédible militairement, mais là aussi ça peut un peu rééquilibrer le jeu entre la France et l'Allemagne. Donc pour moi, oui, les divergences sont un vrai sujet. Il y avait un outil économique qui avait été mis en place, il me semble, en 2012-2013 pour suivre justement les divergences entre États membres. Je ne suis pas sûre que ça ait vraiment été suivi des faits. Quand on parle de la réforme du pacte de stabilité, c'est peut-être aussi une dimension à prendre en compte. Prendre en compte le niveau de déficit, le niveau de dette, c'est une chose. Prendre en compte les divergences économiques entre États de la zone euro, ça me semble essentiel pour maintenir un secteur économique européen fort et pour éviter qu'à terme, il n'y ait des peuples européens qui considèrent que l'Union européenne a bénéficié à certaines entreprises nationales plutôt que d'autres. C'est même un sujet démocratique. Donc quand on parle de réforme du pacte de stabilité, il y a aussi ce sujet de divergence peut-être à faire entrer dans ces nouvelles règles avec des critères qu'on peut construire. Sur les grandes réussites de l'euro, pour moi, la plus grande réussite de l'euro, c'est d'avoir survécu à la crise de 2010. C'est d'avoir réussi à trouver cette flexibilité qui a permis notamment à la BCE
de faire des choses qui sont probablement pas totalement conformes à la lettre des traités, d'avoir dit ce whatever it takes qui a finalement sauvé l'euro. C'est ça la force de l'euro. C'est finalement cette situation paradoxale d'avoir des règles que je considère parfois comme absurdes, mais la capacité dans les moments difficiles à les mettre de côté et à avancer dans les crises. Et 2010 est une très bonne illustration de ça. Le regret, un peu en miroir, c'est que finalement on n'avance que dans les crises, qu'il nous faut des crises pour prendre les bonnes décisions qu'on aurait pu prendre avant et qui nous auraient permis d'économiser une partie de la faible croissance qu'on a connue, des politiques d'austérité qui ont quand même été d'une violence incroyable en Grèce notamment. Et on se retrouve quelques années plus tard à avoir des économistes qui nous disent qu'on est allé trop loin dans l'austérité imposée aux pays du sud de l'Europe, qui étaient les mêmes qui, quelques années auparavant, nous disaient il faut y aller, il faut vraiment qu'ils coupent leurs dépenses. Donc, ce regret, c'est que cette Europe a du mal à se projeter dans l'avenir, je trouve, et à anticiper le futur et les crises à venir. On a eu la crise de 2010, on a eu la crise de 2008, on a l'Ukraine aujourd'hui. Espérons qu'on arrive à anticiper la crise climatique qui arrive et qu'on ne se retrouve pas à devoir agir quand on sera au pied du mur. Merci beaucoup pour ce bon aperçu que vous avez donné de l'union économique et monétaire. Une union très résiliente aux chocs et aux crises, capable de se réinventer et de rester debout, capable de progresser, peut-être effectivement seulement pendant les crises. Ça me rappelle Jacques Delors, qui avait dit que l'Europe n'a pas uniquement besoin de pompiers, mais également d'architectes. Et je crois que le moment est arrivé. Nous avons vécu de nombreuses crises, mais il faut maintenant avoir la capacité non seulement à éteindre les incendies, mais également à construire pour l'avenir. Et nous allons conclure ce débat aujourd'hui, encore une fois, avec le professeur Stiglitz, puisque vous avez été l'un des critiques les plus véhéments du projet européen concernant l'euro. Là, je crois que les choses sont très claires. Les États membres n'avaient pas des idées très claires sur les implications potentielles d'une union monétaire. Peut-être que vous, ça vous est apparu plus clairement en tant qu'économiste, mais en même temps, le projet était tout aussi économique que politique d'une certaine façon. Donc ma question est la suivante. 20 ans après le lancement de l'euro, voyez-vous la valeur de la mission politique qui consistait à rassembler différents pays, faire en sorte qu'ils soient plus soudés, plus unis en termes d'état d'esprit? Est-ce qu'il y a une valeur politique à la monnaie unique? Oui, il y a clairement une valeur géopolitique de l'Union européenne. Je crois qu'il n'y a aucun doute à cela. La question, dans mon esprit, a toujours été la suivante. Est-ce qu'une monnaie unique peut promouvoir cela ou au contraire peut jouer un rôle préjudiciable? Donc, au début, c'était très clair. On dépendait à la fois des règles qui allaient être adoptées, de la façon dont ces règles allaient être interprétées. Et ces règles, vraiment, comme je l'ai déjà dit, sont sorties de nulle part. Elles n'avaient aucun fondement économique. Et c'était assez stupide, finalement, de prendre ces règles qui ne se fondaient sur aucune raison économique. Donc 2% d'inflation, 3% de déficit, soit 60% de dette donc, par rapport au PIB. Et donc, c'est difficile de penser que cela allait servir à l'Europe. Je crois que la plupart des économistes se sont dit qu'il y avait là des risques immenses. Le monde est en changement permanent. Même si les règles ont été soutenues par des preuves, avant le traité de Maastricht, il n'y avait pas de raison de penser que des années plus tard, ces règles seraient bénéfiques pour l'Europe. Et la façon dont les règles changent, c'est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas uniquement vrai en Europe.
C'est vrai pour les États-Unis également. Ça peut être très compliqué. Donc, ma préoccupation était que les règles ne feraient qu'accentuer les divergences et donc nuiraient au projet politique plutôt que de rassembler grâce à une union monétaire qui augmenterait l'unité politique. Si cela crée des divergences, donc l'idée c'était avec l'idée que l'euro servirait certains pays mais pas d'autres, eh bien cela, bien sûr, serait préjudiciable à l'unité politique. Je crois que l'expérience au niveau de la crise de l'euro, finalement, est allée de pair avec ça. Finalement, il y a une certaine souplesse. Draghi a dit on va faire ce qui est nécessaire. Bon, ce n'était pas pour autant une expérience plaisante. Si vous demandez est-ce que l'euro vous a été utile, si vous demandez en Espagne, en Irlande, au Portugal, ils vont dire non, ce n'était pas une bonne expérience. Donc ils ne diront pas que l'euro a permis de servir leurs intérêts. Et donc, sur cette période de 20 ans, l'idée que l'euro a amélioré la solidarité, eh bien, à vrai dire, je crois que ça n'a pas été le cas. Très clairement, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu ensuite la crise pandémique et maintenant l'invasion de l'Ukraine. Je crois que pendant la pandémie, l'Europe s'est vraiment serré les coudes. Il y a eu émission d'eurobonds. Ils ne sont pas allés suffisamment loin dans le sens où ils n'ont pas créé l'espace budgétaire plus vaste dont ils avaient besoin, pas de système fiscal. Et ce qui est le plus important du point de vue d'un économiste, c'est l'idée que les marchés en tant que tels, si on suit donc le pacte de stabilité et de croissance, les 2% d'inflation, l'idée que cela allait mener à la convergence, ça c'était totalement absurde. Il n'y avait aucune base économique qui permettait de justifier cela. Donc l'inquiétude, c'était qu'il y aurait des externalités transfrontalières si un pays dépensait plus que cela. Mais il n'y avait aucune preuve à cela. Par contre, il y avait d'autres externalités transfrontalières comme la concurrence fiscale. Et ça, ça a été très préjudiciable à la solidarité en Europe. Donc je crois qu'on s'est concentré sur les mauvaises externalités. L'espoir, c'est qu'on peut reconnaître la nature de ces externalités à l'avenir et qu'on puisse donc se concentrer sur les choses qui ont bien fonctionné en réponse à la pandémie et la solidarité également en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Et puis, tout ce qui s'est passé donc au niveau de dans la crise de l'euro, l'union bancaire, ça ne s'est pas passé. Il y a vraiment tout un agenda à ce propos. Si cela est mis en œuvre, alors l'euro sera la base d'une unité politique plus forte. Eh bien, je crois que c'est une parfaite conclusion à notre débat. Donc, l'euro a la possibilité d'être la monnaie qui permet d'apporter la prospérité en Europe si nous sommes capables de transformer certaines des politiques associées, notamment lorsqu'il s'agit d'apporter plus de solidarité, plus d'espace budgétaire et plus d'investissement en Europe. Un grand merci à la Fondation Jean Jaurès d'avoir organisé ce débat. Merci à l'Initiative for Policy Dialogue à l'Université de Columbia. Merci également à la Fondation européenne d'études progressistes et à la Fondation Jean Jaurès. Nous allons continuer à parler de la réforme de la gouvernance économique de l'Union européenne pour qu'elle soit plus appropriée aux objectifs actuels qui vont au-delà de la stabilité macro-financière. Merci à vous toutes et tous et à bientôt.